Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce direct spécial TPE que Miroir Social organise en partenariat avec le groupe UP, donc dans le cadre des élections TPE qui se dérouleront du 22 mars au 6 avril prochain, hein, donc avec l'enjeu de dépasser le taux de participation de la dernière campagne, de la dernière élection où c'était, je crois, de mémoire 7%, hein, autour de 7% de taux de participation. Donc là, un indicateur, ça sera de voir dans quelle mesure on l'a dépassé, ou la capacité à le dépasser ou pas. Et donc, merci à l'ensemble de nos intervenantes et intervenants qui vont nous expliquer en quelle mesure les relations sociales dans les TPE sont susceptibles d'inspirer. Alors, on peut se poser la question de ce titre, hein, en quoi ce que vous faites, vous essayez de faire au niveau des TPE est susceptible d'inspirer, vous êtes les mieux placés pour nous en parler. Et donc, vous représentez donc les nouvelles instances qui sont chargés d'adresser les besoins des salariés et des employeurs et des patrons des TPE, des instances qu'on appelle les CPRI qui ont été mis en place en 2017, mais précédemment la porte avait été ouverte, la voie a été ouverte par les CPRIA qui représentent l'artisanat. Et quand je dis CPRI, c'est les commissions paritaires régionales plus récemment, les commissions paritaires qui vont concerner donc les professions libérales. Donc le champ est large, c'est nouveau, donc 2010, et la tâche elle est monstrueuse. Dans le sens où vous devez adresser les besoins de près de 20% des salariés qui travaillent dans 2 millions d'entreprises, donc une dispersion énorme, et avec des structures jeunes, des moyens limités, voire nuls. Donc, vous partez d'une feuille blanche, donc ça sous-entend pour vous de réinventer plein de choses, sachant que dans le cadre de vos commissions paritaires respectives, vous n'avez aucun pouvoir de négociation, ce qui est peut-être en soi un bien, parce que vous êtes dans une logique plus de projet entre employeurs et salariés et syndicats de salariés pour vous entendre sur l'objectif commun qui est d'adresser donc les besoins à la fois donc des salariés et des employeurs, ce qui est en soi une homogénéité, une caractéristique qui fait que vous êtes peut-être plus enclin à dépasser les postures que dans d'autres commissions paritaires, dans d'autres structures paritaires plus orientées négo, etc. Et c'est peut-être en soi là que vous avez un terrain qui est susceptible d'inspirer des représentants syndicaux, salariés et employeurs de plus grosses structures, etc. Et que vous inventez peut-être aussi quelque chose avec vos moyens et votre capacité à innover et écrire une feuille blanche, parce que le besoin n'était pas du tout adressé. Arnaud, merci à toi de nous rejoindre au bon moment. Donc Arnaud Breuil, tu es responsable, tu es directeur des partenariats et de la vie coopérative du groupe UP. Et je te laisse introduire un peu le sujet sous l'angle l'angle que tu voudras bien développer, mais l'intérêt pour UP de dire que l'égalité des salariés, hein, par rapport aux droits sociaux, et qu'on soit dans une TPE ou dans une PME ou dans une UTI ou dans une grande structure, que ces droits soient équivalents. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord pour tous ceux qui participent, juste dire que je vais être avec aussi Rodolphe, avoir un peu ce rôle de monsieur loyal, puisque je vais avoir un œil sur le chat et sur des questions qui sont posées. Et donc tout au long du webinaire, j'essaierai en tout cas de me faire le relais de tous et de toutes, en tout cas tous ceux qui poseront des questions ou feront des remarques, pour essayer de contribuer avec Rodolphe à animer le débat de ce matin. Il va être riche, on a beaucoup d'intervenants, c'est une chance. Simplement vous dire que le groupe UP a une histoire particulière, notamment celle qui est liée à la relation que nous avons avec les TPE-PME. Vous savez tous que notre nom d'origine, c'était le chèque déjeuner. Il y a encore quelques années, on s'appelait le groupe chèque déjeuner. Et en fait, nos inventeurs, hein, issus du monde social, du monde syndical, quand ils ont eu l'idée de développer les titres repas, les chèques déjeuner en l'occurrence, c'était essentiellement à destination des salariés des TPE-PME. Dans les années 60, on était confronté à une typologie il y avait deux cas de figure, hein. Il y avait tous les salariés qui avaient, dans les grandes entreprises, accès à des restaurants d'entreprise, et puis il y avait tous les autres qui n'avaient, pour ainsi dire, accès à rien.
Et donc, nos inventeurs ont tout simplement eu l'idée de développer un titre qui puisse servir d'intermédiation et qui puisse permettre aux salariés des TPE-PME d'accéder à de la restauration. Et donc, c'est comme ça qu'est née notre entreprise. Et c'est vrai que tout au long de notre histoire, et c'est le cas encore aujourd'hui, on a une direction. Donc, Marc ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il sera avec nous dans notre prochain webinaire sur les TPE-PME. On a une direction qui est spécifiquement dédiée au marché des TPE-PME, avec en plus un élément affinitaire spécifique, on va dire particulier. C'est que, vous le savez tous, nous faisons partie du mouvement Descope, puisque le groupe Up est une société coopérative et participative, encore aujourd'hui détenue à 100% par ses salariés. Donc c'est une particularité, c'est un marqueur fort, c'est notre ADN, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc nous travaillons vraiment de façon assez étroite avec les entreprises de notre réseau. Et nous avons aujourd'hui en France à peu près 3500 scopes. Et quand vous savez qu'il y a 70 000 salariés dans les scopes, à peu près, plus ou moins, vous faites le calcul rapidement et on est à une taille moyenne de scope d'à peu près 20 salariés. Donc c'est évident que la façon qu'on a d'adresser aujourd'hui la question du dialogue social, des droits sociaux dans les entreprises et notamment dans les TPE-PME, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas quelque chose qu'on essaie de défendre et de promouvoir, parce qu'on est de ceux qui pensent que il peut pas y avoir d'écart, même si l'écart existe et on va avoir l'occasion d'en revenir dessus ce matin, mais qu'il peut pas y avoir d'écart entre les droits des salariés dans notre pays, selon qu'ils sont dans des grandes entreprises dans lesquelles effectivement on a la possibilité par dialogue social d'aboutir à des droits très concrets, et les salariés des TPE-PME dans lesquels effectivement la discussion, le dialogue social est plus difficile. Mais je sais que ce matin on va avoir des riches débats qui vont montrer que ça va peut-être infirmer ce que je viens de dire. En tout cas, on a des illustrations de choses qui se sont mises en place au cours des dernières années et qui apportent très concrètement des éléments tangibles pour le dialogue social et les droits sociaux dans les scopes. Donc merci et puis bon débat à tous. Merci Arnaud. Merci Arnaud. D'ailleurs, tu as bien fait de préciser que vendredi prochain, c'est la suite et avec l'angle cette fois, le même angle. Comment les relations sociales dans les TPE sont susceptibles d'inspirer, mais cette fois avec des éclairages de branches. Donc là, vous allez faire remonter le côté interpro. Et vendredi prochain, ça sera le branche parce que c'est vraiment, il y a deux approches différentes, complémentaires, parfois qui se parasitent un peu, on en parlera peut-être, mais voilà. Merci Arnaud. Donc, nous allons commencer avec Marina Barbier. Donc, Marina Barbier, vous êtes donc représentante UDP de la CPREA Bretagne et secrétaire générale de l'UDP Bretagne. Alors, vous êtes la première CPREA, enfin, vous avez l'historique le plus important, si je me trompe, en tant que commission paritaire qui adresse les besoins des TPE, et donc là, en l'occurrence, l'artisanat et en région Bretagne, parce que vous, dès 2004, vous avez mis en place des commissions paritaires mixtes, sachant que l'accord qui a ouvert la voie, comme je disais, par l'artisanat, a été signé en 2001, mais a été attendu 8 ans après. Donc, première question, c'est pourquoi il a fallu attendre 8 ans pour une extension, pour que l'accord soit étendu, et pourquoi vous avez été particulièrement proactif pour adresser le besoin. Alors en effet, l'accord du 12 décembre 2001 a mis un petit peu de temps pour pouvoir être étendu. Donc un accord, pour qu'il puisse être applicable, doit être étendu, pour rappeler un petit peu cette obligation en termes de texte. Mais j'ai pas le souhait de rentrer sur le sujet du débat de pourquoi un accord n'a pas est-il été étendu. L'objectif étant pour moi plutôt de vous exprimer le besoin qui a été ressenti par les partenaires sociaux, les acteurs en région Bretagne dès 2001, lorsque cet accord a été signé entre l'UPA à l'époque et les 5 organisations de syndicats de salariés. Le souhait en Bretagne était d'aller assez vite sur la mise en place de ces commissions paritaires, et voyant la procédure prendre quelques temps, nous avons souhaité expérimenter ces commissions paritaires territoriales avec le soutien dans le cadre de conventions avec à l'époque la DRTEFP pour mettre en place des actions spécifiques. Pourquoi ce besoin d'aller vite? Parce que tout simplement l'artisanat est un secteur qui pèse dans nos économies régionales, pas qu'en Bretagne,
Bretagne, c'est le cas de toutes les régions, c'est un poids national, avec un profil d'entreprise qui sont en effet des TPE avec une taille moyenne de 3 salariés environ par entreprise, donc une typologie d'entreprise qui nous pousse à travailler à un accompagnement à la fois des chefs d'entreprise et des salariés dans l'information, dans comment aussi mieux les accompagner pour qu'ils puissent être mieux entendus dans la prise en compte des politiques publiques. Donc il y avait vraiment un besoin de pouvoir aller vers les chefs d'entreprise et les salariés, mais également de mieux faire reconnaître le secteur de l'artisanat auprès des pouvoirs publics pour que les politiques publiques puissent mieux prendre en compte le besoin. Donc qu'ils nous connaissent mieux, tout simplement. Donc il n'y avait pas de temps à perdre. Et l'objectif aussi était de mieux se connaître entre nous, d'avoir un échange sur l'artisanat, donc mieux se connaître entre l'UPA et ses 3 composantes et les 5 organisations de syndicats de salariés autour de ce sujet. Donc se mettre tous autour de la table sans plus attendre. Donc c'est vrai que sur ce sujet-là, la première chose a été de porter un message fort qui était de présenter l'artisanat, de mieux faire connaître, donc à tout un travail de sensibilisation à ce qu'est l'artisanat, ce qu'elle représente en termes de force. Et nous avons souhaité rencontrer les pouvoirs publics dans ce sens. Donc on avait mis en place, expérimenter des choses qui, on le verra dans la seconde partie, donc je vais peut-être pas dévoiler le volet action, mais très rapidement, ce sont des actions que l'on retrouve aujourd'hui dans les actions mises en place dans toutes les commissions paritaires sur la dimension prévention des conflits, sur la dimension comité d'œuvres sociales et culturelles. Donc c'était déjà des choses que nous avions expérimentées. Mais la première demande a été aussi de pouvoir puisque l'artisanat, c'est environ 250 métiers. Ces 250 métiers n'ont pas la possibilité d'être observés concrètement dans nos territoires. Alors, je vais donner l'exemple en Bretagne des meuniers, également dans le nautisme, où on va avoir d'autres spécificités, les cidriers. Voilà, on n'a pas d'observatoire sur les cidriers, on n'a pas d'observatoire sur les meuniers, on n'a pas d'observatoire. Voilà. Donc, l'objectif a été pour la commission paritaire, si elle souhaitait défendre l'artisanat, c'est d'outiller les pouvoirs publics dans l'aide à la prise de décision. Donc, c'était vraiment l'enjeu majeur pour nous. En fait, je voulais projeter à l'écran, mais ça apparaît pas dans le bon sens, donc je le zappe. Par contre, j'ai mis le lien. Marina, vous parliez de l'observatoire. J'ai mis le lien. Vous avez, vous, pris l'initiative et vous vous êtes donné les moyens de vous constituer un observatoire des emplois. Dont le lien est indiqué dans le chat. Et moi, je trouve ça super bien fait. Vous caractérisez vraiment les emplois par typologie, en progression, en baisse, en fonction des différents pays de Bretagne. Je sais pas combien. 21 pays de Bretagne, voilà. Donc une granularité super fine. Et pour vous, c'est un moyen aussi, un levier de pression dans le bon sens du terme, pour pouvoir vous imposer votre légitimité et vos rapports, c'est pas rapport de force, mais vous imposer auprès des collectivités territoriales, notamment, c'est bien ça ? Tout à fait. Pour que la commission paritaire, à l'époque, donc dans le cadre de cette expérimentation, et ensuite en 2010, la commission paritaire bretonne, puisqu'elle a été installée officiellement en 2010, dans le cadre de l'accord du 12 décembre 2001, il était nécessaire de disposer d'un outil pour pouvoir mieux porter la voix des artisans dans les territoires, donc à la fois pour les représentants de l'UPA à l'époque, mais également les représentants des organisations de syndicats de salariés, pour que lorsque l'on rencontre les pouvoirs publics, on puisse dire concrètement, sur le terrain, c'est ce nombre d'entreprises. Si vous voulez savoir le nombre dans la filière boucherie-charcuterie, c'est tant d'entreprises sur le territoire, tant d'établissements, tant de salariés. On a aussi des spécificités en Bretagne. C'était de faire ressortir des critères sur le volet catégoriser les salariés. Est-ce qu'on n'est plus sur un emploi au féminin ? On était il y a peu de temps sur la journée de la femme, donc l'emploi au féminin, ou est-ce qu'on est plutôt sur des filières assez masculines ? On a également des données sur CDD, CDI. On catégorise aussi l'emploi. Donc, on a à la fois des aspects sur les nombre d'entreprises, nombre d'établissements, nombre de salariés, mais on catégorise aussi l'emploi. Et on est aussi sur le volet des spécificités régionales. Donc, cet observatoire est nécessaire si on veut avancer pour qu'on puisse ensuite déployer des plans d'action. C'est-à-dire que on part de quelque chose, c'est de l'observation pour décliner ensuite des plans d'action. Ok, très bien. Merci Marina. Et d'ailleurs, vous l'avez, merci de l'avoir précisé. Le débat va se dérouler en 2 séquences. La première, on pose le sujet sur comment vous êtes organisé, comment vous vous organisez pour peser les moyens. Et l'observatoire fait partie des moyens pour pouvoir ensuite déclencher les actions, comme vous l'avez très bien précisé. Et donc la seconde partie, ça sera vraiment sur les actions. Linda Bensella, bonjour. Donc vous êtes présidente CGT de la CPRI
Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, donc CPRI, là, c'est Interpro, c'est la dernière, avant-dernière année des commissions paritaires. Et donc, Linda, quand on a préparé l'entretien, vous m'expliquiez les problématiques qu'il y avait quand on parle de moyens, dans les CPRI, à la différence des CPRIA, vous devez, les représentants, qu'ils soient syndicaux ou employeurs, doivent travailler dans des TPE, ce qui est une première contrainte. La seconde étant que vous avez 5 heures de délégation par mois, donc les moyens, somme toute, faibles. Et donc, par rapport à ça, la difficulté à constituer une équipe et à faire tourner une CPRI. Linda. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, pour que vous compreniez un peu à quoi nous sommes confrontés, c'est comme si on avait, en termes de périmètre, c'est comme s'il y avait un CSE de 600 000 salariés. Pour vous montrer l'ampleur du travail qui doit être accompli par la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Elle se distingue par exemple de la CPRIA artisanat par le fait qu'il n'y ait pas que l'U2P, mais qu'il y ait aussi le MEDEF et la CPME qui siègent pour les organisations patronales et qui est l'UNSA, puisque c'est l'image de la représentativité aux élections. Je vous disais donc un champ d'intervention immense pour nous, avec des logiques qui s'appliquent de différentes conventions collectives. Ça veut dire le boulanger, puisque les boulangers n'ont pas signé l'accord de 2001, je développe pas, si vous voulez, on y reviendra. Ça veut dire les garagistes, ça veut dire les petites unités de production, ça veut dire les magasins en tout genre, ça veut dire le secteur de la culture, plus globalement un secteur qui est cher à l'ESS, mais aussi aux syndicalistes, l'économie sociale et solidaire, avec le monde important des associations. Donc vous voyez, non seulement beaucoup de salariés, c'est-à-dire elles s'appellent TPE, mais elles sont petites que dans le nom. Dans l'ensemble, c'est autant de salariés que les 3 fonctions publiques, l'État, la territoriale et j'en ai oublié une, et la santé. Donc on a un grand champ d'intervention au travail et une différence aussi avec les TPE, c'est que tout le monde connaît des TPE. Tout le monde. Vous pouvez demander à n'importe qui, tout le monde a un boucher. Enfin, un boucher, c'est la CPRIA, mais peu importe. Tout le monde connaît une petite entreprise. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité de droit. Alors, quand je m'explique, quand j'ai une inégalité de droit, je vais expliquer le propos. Pour ce qui est des commissions paritaires, si le Code du travail et les conventions collectives entrent dans les TPE, dans toutes les TPE, il y a quand même une boussole particulière, c'est que on a un problème de proximité globalement. Pour pouvoir travailler efficacement, ce qu'on a à cœur de faire dans la commission paritaire, c'est le travail de proximité. Et quand on est, par exemple, pour la CGT, on est 4, mes 3 collègues qui ont 5 heures de délégation, vous imaginez quand ils doivent aller à Lyon, alors loin de leur lieu de travail, ce que ça peut représenter. C'est pour ça qu'on pensait que des CPRI départementales, ça permettrait 2 choses. 1, de limiter le temps de trajet. Et puis, à l'heure des problèmes environnementaux, je pense que ça permet aussi de répondre à un certain nombre de problématiques. Et puis, de moins faire peur aux salariés, puisque vous le savez qu'un salarié de TPE, quand on est 3, 4 ou 5, quand on s'absente, c'est très difficile. Plus que ce qu'on peut connaître dans les CSE. Donc, réduire le périmètre d'intervention, ça permettrait de travailler plus en proximité et sur différentes problématiques. Linda, excuse-moi de te couper. Sur la question de la désignation, la difficulté aussi qu'il y a à désigner des personnes, c'est un sujet aussi, parce que ça sous-entend un turnover important au niveau des équipes. Oui, c'est très difficile puisque je parle sous l'écoute notamment de Bruno Bisson et Daniel Beguet. On a aussi des problèmes de participation liés au fait que les salariés de TPE, je le disais, s'absenter du lieu de travail, c'est difficile, mais c'est pas que le fait, pour le coup, de l'employeur qui ne veut pas, c'est qu'on n'a pas donné les moyens aussi aux employeurs de pouvoir travailler sur cette question du remplacement du salarié quand il s'en va.
on a, oui, dans la CPRI, beaucoup de salariés de TPE qui ne viennent plus en commission paritaire. Je pense que c'est principalement lié à la grande région, mais aussi aux 5 heures de délégation et à la problématique d'avoir à se libérer. C'est pour ça que, pour donner une image un peu, pour être comprise, la CGT, par exemple, elle milite pour avoir, on peut pas demander des services de santé, conditions de travail à chaque TPE. Techniquement, ce serait pas réalisable. Mais de réfléchir à par exemple, des SSCT, des services de santé, conditions de travail, à l'échelle d'un bassin d'emploi ou d'un métier. On peut pas laisser l'entreprise seule face à cette problématique de mandatement des salariés, même si les salaires sont remboursés via les organisations syndicales qui mandatent via le paritarisme. Mais ça suffit pas. Je pense qu'on a besoin d'aller plus loin, que ces 5 heures de délégation sont un vrai frein à la participation. Linda, il y a un point que quand on a préparé l'entretien, tu m'expliquais, enfin, financièrement, vous, la CGT, vous étiez prêt à flécher une partie des fonds du paritarisme pour alimenter un budget CPRI. On est d'accord, oui, c'est possible, sauf qu'il n'y a pas eu consensus pour le faire, donc ça ne se fait pas. Alors, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas de budget. Contrairement à l'artisanat, il n'y a pas la cotisation de 0,08, je crois. Du coup, on a zéro argent pour pouvoir travailler, fonctionner, mener des plans de travail et communiquer. Aujourd'hui, la gestion du site, par exemple, de la CPRI, il fonctionne sur la bonne volonté de Daniel Beguet qui est présent ici et qui met à disposition notamment des salariés pour alimenter le site, etc. Ça suffit pas, puisqu'il suffirait de changer une personne dans la CPRI pour que le site soit plus alimenté. On peut pas fonctionner que sur la bonne volonté, en l'occurrence ici de la CPME. On a besoin de budget, mais je pense que cette question du paritarisme, il faut qu'elle soit plus travaillée, y compris pour qu'une partie de l'argent soit fléchée et qu'on puisse mettre au pot commun de l'argent pour mener un certain nombre d'actions. Oui, c'est la proposition qu'on avait faite en disant, mettre 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros, 5 000 en fonction des organisations, ça pourrait nous aider à mener des plans de travail pour pouvoir être efficace sur le terrain, sur les questions d'emploi, de formation, etc., etc. Entendu. Merci Linda. Il y a une question. Ouais. Oui, justement, je pense que du coup Linda pourra parfaitement y répondre puisqu'on a parlé de ce lien entre la région et le département, en tout cas la proximité. Donc question de Aïda Akdouche. Bonjour, y a-t-il des liens entre CPRI et les observatoires départementaux du dialogue social? Alors, on a tenté de réfléchir notamment avec l'observatoire de l'Ain. C'est assez difficile. En fait, il faudrait, pour bien faire un débat sur le bilan des observatoires de dialogue social. Au début, on a créé une concurrence. C'est-à-dire une concurrence entre les commissions paritaires et les ODDS, Observatoire du dialogue social. Mais comme les CPRI n'existent que depuis fin 2017, on a aussi une très jeune organisation et on a besoin aussi des pouvoirs publics pour pouvoir réfléchir à des nouveaux moyens, notamment de mise en commun. C'est pas très logique le parallèle entre ODDS et CPRI. Il nous manque des éléments de réponse. La question est très intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 unités? Alors, les CPRI vont jusqu'à moins de 50 et les CPRI moins de 11 et les ODDS, Observatoire du dialogue social, moins de 50. Donc, vous voyez, on voit bien que on essuie les plâtres, ça patauge, ça cherche, etc. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur la représentation des salariés qui n'ont pas de CSE et ceux qui ne peuvent pas, compte tenu de la taille de l'entreprise, en créer en l'état. Entendu. Merci Linda. Excusez-moi, parce que le temps tourne et il faudrait que vous ayez le temps aussi de développer aussi les actions concrètes que vous avez faites au regard de vos moyens, somme toute limités, mais pour autant, quand on se bouge, on arrive à faire des choses. Donc voilà, ça serait dommage qu'on soit obligé de réduire cette partie-là. Bruno Bisson, donc vous êtes représentant UNSA à la CPRI Aura, qui est en force. Donc, nous avons 2 représentants salariés et un représentant employeur de la CPRI Aura. Mais il y en a d'autres, des CPRI, mais en tout cas, là, en l'occurrence, ce matin, c'est l'Aura. Et donc, vous êtes
vous êtes professeur à la base, vous êtes rattaché à l'éducation nationale. Donc, comment, quand on est rattaché à l'éducation nationale, on se retrouve dans une CPRI dédiée au TPE, parce que l'éducation nationale, c'est pas forcément le symbole de la TPE. Donc, et voilà, comment on se retrouve là, et voilà. Le micro, Bruno. Le micro. Ouais. Je remets mon micro. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors pour répondre à votre question, ça va dans le fil, dans la continuité de ce que disait Linda tout de suite. C'est-à-dire que pour pouvoir siéger dans une CPRI, on a forcément un peu des profils atypiques. Et le mien est un profil atypique. Effectivement, pour partie, je suis enseignant, mais pour partie, je suis aussi salarié d'une TPE, puisque j'assure le secrétariat et la gestion d'un cabinet de kinésithérapeute. Donc voilà, c'est à ce titre-là que je siège à la CPRI. Mais ça vous montre bien toute la difficulté qui est la nôtre. C'est-à-dire que je rejoins Linda dans cette difficulté avec les 5 heures de délégation qui sont possibles, avec les distances qui sont les nôtres dans des territoires qui maintenant sont très très larges. On voit bien qu'on a du mal à faire fonctionner. Pour nous, l'UNSA, c'est d'autant plus vrai que c'est une première pour nous, puisque nous ne sommes pas membres des CPRIA. Nous sommes membres des CPRI parce que leur composition repose sur les résultats électoraux, et que nos résultats électoraux font en sorte qu'on peut être présent dans ces CPRI. Donc, on découvre aussi ce fonctionnement-là. Moi, on apprend beaucoup de ce fonctionnement parce que on essuie les plâtres. C'est-à-dire, on est dans une instance qui est toute nouvelle, puisque elle n'existe que depuis fin 2017. Quand on est arrivé là, on s'est tous mis autour de la table, on s'est regardé, on s'est dit, ben oui, mais comment ça marche ça? Parce que la directe, à part nous mettre à disposition des locaux, éventuellement quelqu'un pour nous convoquer à des réunions, on a découvert ensemble les joies de mettre en place un règlement intérieur, les joies de se dire, tiens, si on veut un logo, il va falloir qu'on se débrouille, si on veut... je crois que là, on a quand même, on est face à toutes ces difficultés de la mise en place de quelque chose de nouveau. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, je pense que ça nous a obligés, autour de la table, à réfléchir différemment et à apporter peut-être des solutions qu'on n'aurait pas apportées si on était dans quelque chose qui était... moi, j'ai connu aussi les instances de l'éducation nationale, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, voilà, on n'a rien à inventer, hein. On a appliqué les choses. Maintenant, on n'applique plus grand-chose, d'ailleurs, puisqu'elles ont été un peu vidées de leur substance. Mais voilà, là, il y a une grosse différence quand même. Merci, Bruno, pour ce témoignage. Daniel Buguet, donc, on continue sur la CPRI Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Daniel, vous représentez la CPME et vous, dans votre règlement intérieur, vous avez décidé de tourner tous les 2 ans. Donc, vous avez été le premier président et ensuite Linda a pris la suite, hein, c'est bien ça? Et donc, Daniel, quand on préparait l'entretien, vous m'expliquiez que vous, par rapport à votre activité professionnelle, vous étiez dans une logique de fédération des forces, de convergence des énergies, de rassemblement, hein, par rapport à ce que vous faites, et que dans quelle mesure, quand vous avez pris le mandat, vous avez réussi à insuffler cette énergie, cette dynamique au sein de la CPRI. Ça s'est passé comment, l'introduction? Bien. Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'avais expliqué, moi j'étais un peu le candide et le néophyte du groupe, puisque c'était ma première expérience de commission paritaire. Donc je suis arrivé vraiment sans a priori, sans rien, puisque j'avais aucune expérience. Et c'était très intéressant et on a fait des belles rencontres. Oui, de par nature, j'ai toujours fédéré des entreprises et des adhérents, puisque notre métier, c'est de fédérer des indépendants sur toute la France. Donc, ce côté fédératif, il est un peu inné. Et je l'ai, en quelque sorte, j'ai essayé de l'appliquer
pour détendre un peu tout le monde, parce que je me suis rendu compte que, je parle sans filtre, hein, il y avait des postures au tout départ, et puis bah après on a finalement laissé de côté les postures et on a travaillé, comme l'a indiqué notre présidente Linda. On a dû travailler sans moyens. Et ça, c'était quand même une grande surprise pour moi. Alors, je sais pas si on le développe maintenant ou plus tard, dans votre timing. On va développer ce que vous avez fait. Donc, mais vous, quand on a préparé l'entretien, vous avez été a priori un peu surpris, entre guillemets, et de l'amateurisme du truc, quoi. Ah ben, l'amateurisme des directives qui venaient d'en haut, parce qu'on n'avait aucune feuille de route. On avait la loi qui nous donnait nos 3 sujets de travail, mais après, rien. Même le règlement intérieur, il a fallu qu'on l'écrive, et c'était assez surprenant pour moi de pas avoir des directives plus précises sur comment organiser, comment monter. Alors là, sur le plan perso et professionnel, que les CPRI n'aient pas d'existence morale pour avoir un trésorier, un secrétaire et un président formel. Il y a un président, mais pas de possibilité d'avoir des fonds et de collecter des fonds. Et il a fallu, entre guillemets, bidouiller pour arriver à avoir des fonds, parce que sans communication, bah, ça sert à rien. Ça sert Et à le rien. truc important, enfin, quand vous l'expliquez, que le bidouillage, ça prend du temps pour faire rentrer le truc dans un tuyau pour avoir l'argent, alors que ça aurait pu être directement fléché pour avoir l'argent. Ça n'engage que moi, mais j'ai été assez surpris par ce côté un peu amateurisme, quoi, de devoir contourner, se mettre dans des cases pour arriver à finalement avoir enfin un budget au bout de, Linda, je sais pas, 2 ou 3 ans d'existence pour arriver enfin à faire quelque chose. C'est voilà. Alors, je sais pas, hein, il y a peut-être des bonnes raisons derrière de faire comme ça, mais On vous a laissé inventer, c'est bien, c'est le oui. relation sociale libérée. Oui, mais enfin, ouais, très bien, très bien. Mais moi, c'est pas de problème, mais j'étais surpris. Je m'attendais à un peu plus de structure au niveau bah, de pouvoir faire des sites avec un logo qui soit le même pour toutes les CPRI. Alors moi, ça me dérange pas. On a une agence de com interne, donc on a apporté ça à la CPRI pour créer des supports, créer le logo. Mais on n'est pas une amicale bouliste, quoi. On est là pour, enfin, représenter quelque chose de national. Donc, il devrait y avoir des directives beaucoup plus carrées pour structurer et développer. Enfin, c'est mon avis, hein. Tout à fait. Moi, je crois qu'il a assez largement partagé, hein. Merci, Daniel. Jenna Tran, donc, vous êtes présidente CFDT de la CPRIA Île-de-France. Donc là, on revient dans dans le monde, dans l'univers des CPRIA. Et donc, Jenna, vous, bah, un peu comme j'en parlais, comme je lançais Linda là-dessus, cette question du renouvellement, la problématique du turnover des élus. Quand bien même vous avez peut-être un peu plus de moyens, vous au niveau des CPRIA, vous avez plus de moyens, effectivement, vous avez un budget, etc. Mais pour autant, c'est une problématique de fond pour maintenir le collectif de la CPRIA Île-de-France à flot et que vous soyez vraiment un collectif à même de produire et la difficulté qu'il y a, Jenna. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant tout, merci pour cette invitation du Miroir social pour mettre pour une première fois en lumière les instances représentatives des petits salariés, parce que c'est vrai que des petites entreprises qui sont appelées à voter prochainement, la semaine prochaine, hein, puisque les élections de TPE, vous en avez parlé, Rodolphe, au début, commencent du 22 mars au 6 avril. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet aussi de mettre en lumière ces élections-là. Pour répondre à votre question, je pense que pour faire fonctionner une commission paritaire comme la CPRIA dans le temps idéal, il faudrait certainement de la stabilité entre les 2 parties prenantes, que ce soit les représentants des employeurs comme les salariés. Bon, la chance qu'on a, et je pense que vous avez dit à certains, vous en dites, on n'est pas dans une posture, il n'y a pas d'enjeu d'élection, ce qui fait qu'on travaille quand même en bonne intelligence entre les 2 parties. Et ça, c'est important de souligner, parce que c'est vrai que qu'on intègre la CPRIA, on sait qu'on n'a pas d'enjeu électoral et autres, on a envie de travailler sur le fond. Et ça, c'est important aussi de souligner. C'est vrai qu'en termes de turnover des représentants de la commission, elle est moins importante quand même que dans les grandes entreprises, parce que dans les entreprises, on a des enjeux autres, puisqu'on n'a pas dans les commissions paritaires.
Et il y a aussi cet attachement quand même des membres, des salariés à leur métier et également à l'environnement professionnel. Ce qui fait qu'on travaille en bonne intelligence. On sait qu'il y a des turnovers, mais l'objectif, ce qu'on a, c'est que quand on a des personnes qui siègent dans des commissions, on essaie de les garder et qu'on se crée aussi, comment dirais-je, un binôme pour pouvoir essayer aussi de laisser l'information. Et si on a des turnovers dans nos instances comme la CFDT, et que il y a toujours une personne qui soit encore ancrée dans la commission pour faire passer les messages. Je vous entends pas. C'est sur moi le premier, si je réactive pas mon micro, ça va pas le faire. Oui, Jenna, sur la question il y a un point, on en parlera plus tard, mais il y a un point sur lequel je n'avais pas tilté, c'est en tant que CFDT, en tant que syndicat, de façon plus générale, la capacité qu'il y a pour vous. On est dans un contexte où les grandes entreprises enchaînent des restructurations avec des plans de départ collectifs, mais également de plus en plus avec des départs contraints, avec des PSE, avec des départs contraints, donc des réductions des effectifs. Et dans quelle mesure, dans les salariés qui partent, c'est potentiellement, il y a une opportunité pour vous à vendre, entre guillemets, le côté création d'entreprise dans l'artisanat. Ça, c'est un levier que vous avez clairement identifié pour accompagner les salariés des grosses boîtes. Et là, on fait le lien entre grosses boîtes et TPE quelque part. Disons que pour monter son entreprise et quelquefois une alternative à une activité, parce qu'en plus, dans la période où on voit bien, il y a énormément de salariés qui sont au chômage et autres, cela se traduit souvent par deux choses. Ils se mettent à faire de l'auto-entrepreneuriat ou la reprise des très petites entreprises. On voit bien que c'est quelque chose qui se met en place depuis la crise. On passe souvent, pour les salariés des grandes entreprises, on passe souvent dans l'environnement d'une grande entreprise avec des services dédiés RH, avec l'encadrement, avec une structure qui est assez importante. Et c'est vrai que quand ils intègrent quand même ils montent quand même dans une TPE, c'est différent parce qu'une TPE, c'est une taille humaine avec un changement total pour eux du fait de ce changement-là. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on est en commission CPRIA, dans les commissions CPRIA, on a la possibilité d'avoir les représentants des salariés et également des employeurs qui sont là pour leur donner des informations pour les salariés qui veulent faire un changement. C'est-à-dire qu'on est en capacité de les accompagner quand ils sont des salariés d'une grande structure à vouloir travailler dans une TPE. Et dans ce cas-là, on est en capacité de leur donner des informations qu'ils souhaitent par rapport à leur métier, par rapport au changement. Ah, c'est intéressant. Ça permet de pouvoir les faire venir également dans les TPE. Merci, Jenna. Arnaud, Non, en fait, j'avais une question qui me venait, mais je la garde pour la suite pour ne pas trop prendre du temps. La question surprise. Ok, ça sera la question surprise pour après. Ok. Jean-Michel Pecorini. Donc, Jean-Michel, tu es représentant CFE-CGC. Là, il y a un souffle. Hop, c'est peut-être, je ne sais pas d'où c'est. Voilà. Jean-Michel, donc tu es représentant CFE-CGC à la CPRIA Île-de-France. Et donc, comme on l'a précisé, dans les CPRIA, vous n'avez pas besoin forcément, tout le monde, tous les représentants des syndicats n'ont pas besoin nécessairement de travailler dans une TPE de l'artisanat. Bon, déjà, dans quelle mesure c'est pas un risque parce que toi, en l'occurrence, tu n'es pas dans l'artisanat. Hein, et donc, dans quelle mesure, ça peut être un risque ou une opportunité. La question est posée d'être en phase, décalé par rapport aux réalités du terrain. Ça, c'est ma première question, Jean-Michel. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, mais si je veux dire, c'est pas grave, quoi. Donc, parce que quand on a un peu la fibre sociale, on s'intéresse à tout. Et d'être dans une CPRIA, ce n'est pas du tout un problème, puisque moi, par rapport à ma mission confédérale, je traite tous ces sujets-là à longueur de journée, que ce soit l'artisanat, les professions libérales, et pour Monsieur Breuil, les futurs ERDS de l'UDES, c'est-à-dire les espaces régionaux de dialogue social qui se mettent en place.
c'est un peu ma tasse de thé, quoi. Je suis détaché du groupe Casino France, mais je connais très bien le monde de l'artisanat, puisque je baigne là-dedans depuis à peu près 10 ans, puisque j'étais président de l'association Dialogue Social de l'artisanat et je suis actuellement président de l'ADSPL, l'association Dialogue Social des professions libérales. Donc, ça ne me gêne pas trop. Et vu comment a été présenté dans l'accord CPRIA quand il y a eu l'avenant, c'est-à-dire que sur les 4 membres par organisation syndicale, il devait y avoir une personne issue de l'artisanat, une personne, comment dirais-je, féminine, au minimum, pour qu'il y ait un peu la parité, voire 2, et 2 personnes issues de l'Interpro. Rodolphe. Micro, Rodolphe. Oui, micro, c'est bien. Jean-Michel, alors je veux quand même que tu poses le sujet, mais on va pas y répondre parce que ça pourrait faire un débat en soi. Mais toi, tu poses la question de l'articulation. Linda a répondu à la question de l'articulation entre CPRI et Observatoire. Enfin, voilà. Bah, toi, tu poses clairement la logique et la cohérence entre CPRI, CPRIA et CPRPL, maintenant, les PL. Et toi, tu poses la question de la place des CPRI là-dessus. Enfin, sachant que l'artisanat, ça pèse quand même assez lourd. Enfin, quelle est la logique de tout ça? Toi, ça t'interroge très rapidement, parce que c'est un débat en soi. Mais c'est intéressant de poser la question, à mon sens. Oui, il faut dire que j'étais dans la négociation récemment quand il s'est créé les commissions paritaires régionales et la reconnaissance des CPRIA et CPRPL. Et quand on fait le constat du nombre de salariés que pourraient couvrir les CPRI, c'est-à-dire les salariés de l'artisanat, tous les salariés de l'artisanat, tous les salariés des professions libérales, les nouvelles commissions ERDS de l'UDES, c'est-à-dire de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai que je me pose la question des CPRI, qu'est-ce qui reste à part les particuliers employeurs et les concierges, quoi. Voilà, donc c'était un peu la question. Après, les observatoires du dialogue social, ça n'a rien à voir. Le seul lien qu'on pourrait faire avec les CPRI, c'est qu'ils n'ont pas de moyens non plus. C'est tout simplement ça. Les observatoires du dialogue social n'ont pas de moyens prévus par la loi, comme les CPRI, parce qu'à part le fait qu'ils ont négocié un accord, les directs départementales, et négocié un accord avec l'ARACT qui gère le secrétariat. Autrement, il n'y a aucun moyen dans les observatoires de dialogue social départemental. Mais autrement, ça n'a rien à voir entre CPRI et observatoire de dialogue social. Micro, Rodolphe. Je vais le laisser ouvert. Linda, ça vous appelle peut-être une petite réaction par rapport à ce que disait Jean-Michel, par rapport aux questions que lui pouvait se poser sur le champ des CPRI par rapport à CPRIA et maintenant les PL, quoi. On manque de débat collectif sur la question. En fait, s'il devait y avoir une seule CPR pour tous les salariés, ce serait complètement ingérable. Parfaitement ingérable. Mais chaque commission paritaire a son secteur, a ses conventions collectives. C'est-à-dire que quelqu'un de la construction, il doit aller sur l'artisanat. Il ne peut pas aller sur la CPRI. On est d'accord ? Par contre, tout le monde peut entrer partout, sauf dans la CPRI où vous avez un cadre très légal. Très, très, très légal. Et donc, il y a des secteurs. Les professions libérales, ça permet à la fois d'essayer d'avoir des plans de travail qui tiennent la route avec une délimitation de métiers. D'accord ? Donc la CPRI, une partie des métiers, l'artisanat, bon bah c'est tout le monde sait ce que c'est que l'artisanat, c'est pas la peine de développer, qui fonctionne depuis plus longtemps et qui a, à mon avis, la plus grosse maturité, la plus grosse expérience. D'ailleurs, on les a invités en CPRI. Et qui a le plus gros potentiel d'action, à mon avis, compte tenu des moyens qui sont mis, des actions, des innovations, etc. Les professions libérales qui arrivent et quand même le RDS, l'espace régional de dialogue social.
Moi, j'aimerais dire un petit mot là-dessus quand même, sur l'ESS. Moi, j'y suis et on fait plein de choses intéressantes, notamment rencontrer des salariés en permanence. Pourquoi elle existe, le RDS? Parce que les salariés de l'ESS, techniquement, dépendent de la CPRI. Vous me suivez? Je ne vous ai pas perdu? Vous êtes là? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont leur propre espace? Parce que le MEDEF conteste la représentativité de l'UDES, qui est la coordination. Parce que techniquement, en fait, on a deux structures qui interviennent. Parce que CPRI, CPRIA, ça ne marche pas sur les pieds. C'est deux secteurs différents. CPRPF, c'est encore un autre secteur. Donc, vous voyez, on a trois instances là. ASMAT, enfin assistante maternelle, pardon, particulier employeur, c'est encore une autre CPR. Donc, chacune a son champ de métier. Mais là, on a le RDS qui existe parce que comme l'UDES n'a pas moyen d'exister dans la représentativité, pardon de jeter un pavé dans la mare, eh bien, comme ils ne peuvent pas siéger en CPRI, où ils ont, d'après moi, une légitimité, eh bien, ils ont créé leur propre instance et avec leurs propres outils, leurs propres actions, etc., etc. Donc, je pense que sur cette question-là de la représentativité des organisations patronales, il y a quelque chose à dire. Et M. Beguet parlait au début de quelques couacs. C'est vrai que je ne vous cache pas qu'entre la CGT et le MEDEF, c'était assez rock'n'roll. Bon, ça l'est souvent. Moi, avec l'UDP, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, je tiens à le dire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits au travail dans l'artisanat, mais l'approche de travail, les décisions de travail commun sont de nature très différente. Quand on essaye de faire des choses avec l'UDP, que quand on essaye des choses, j'essaye de pas enjoliver le propos, parce que Daniel Beguet m'a ouvert la porte sur les difficultés qu'on a pu rencontrer au début de la mise en place de la CPRI, avec nous un sentiment d'avoir aussi un patronat qui avait envie que rien ne sorte des CPRI. C'est le meilleur moyen qu'elles n'existent plus. D'ailleurs, je dis, puis après je m'arrête, promis Rodolphe, il devait y avoir une CPR des garages, des services de l'auto, qui finalement n'a pas vu le jour. Donc, vous voyez, sur ce débat-là, que UP a initié, enfin, qui est initié par Miroir Social, pardon, en fait, il n'y a pas de lieu d'échange. Moi, j'ai participé juste au retour sur les observatoires départementaux du dialogue social. En Aura, ils se sont mis un objectif. Essayer de créer des CSE partout où c'est possible. Pourquoi créer un CSE? À quoi ça sert? Comment on le met en place? Etc. Donc, vous voyez, on manque de lieu de débat pour dire, mais comment on fait dans ce monde-là? Je m'arrête, excusez-moi, je suis trop bavarde. Rodolphe, tu avais dit que tu laisserais ton micro allumé, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Et visiblement, non. Non, c'est parfait. On est là pour mettre les pieds dans le plat et c'est parfaitement justifié. Il faut dire les choses sans filtre et c'est encore mieux sans filtre. Et alors justement, Rodolphe, je te coupe, je te dis d'allumer ton micro, mais en fait, c'est pour mieux te couper. Je suis désolé. Mais en fait, c'était justement la question que je voulais poser. J'ai entendu dans toutes les interventions et en tout cas, si je devais retirer une sorte de trait d'union de toutes les interventions qui ont été faites, c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas forcément de place aujourd'hui pour les dissensions syndicales, les guerres de positionnement, et qu'il y a une volonté, en tout cas de tous les acteurs qui sont présents ce matin, et c'est très agréable et très appréciable dans le contexte actuel, de voir que ce qui compte avant tout, c'est surtout de trouver les moyens pour favoriser un bon fonctionnement du dialogue social auprès et finalement dont tous les bénéficiaires sont à la fois bien sûr les entreprises mais également les salariés. Par contre, ce qui moi me frappe, c'est de voir qu'il y a effectivement malgré tout une forme de résistance de la part de certaines organisations d'employeurs ou de certains employeurs directement à pouvoir favoriser la mise en œuvre de solutions concrètes qui puissent justement bénéficier aux salariés du secteur d'activité des TPE-PME. Comment est-ce que vous le ressentez, vous, aujourd'hui, et comment est-ce que vous pouvez imaginer, et je sais que c'est le cas dans certaines, donc ça va nous permettre de revenir aux solutions, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des mesures concrètes qui vont permettre aux salariés de bénéficier de droits supplémentaires ou en tout cas d'accéder à des formules qui aujourd'hui bénéficient à des salariés de plus grandes entreprises? Arnaud, parfait, tu fais la transition vers la seconde partie parce qu'il nous reste 40 minutes et on doit vraiment terminer à 10h30. Donc 40 minutes, c'est vraiment le temps qu'il faut à minima pour que vous puissiez nous partager vos solutions. Et on va commencer. Excuse-moi Jean-Michel, vas-y Jean-Michel, mais rapidement.
Tu voulais rebondir, donc je ne vais pas te frustrer, mais très rapidement. Micro, Jean-Michel, si tu voulais répondre. Oui. Oui, pour répondre à Arnaud Breuil, la difficulté pour un patron, alors quand ils sont groupés, c'est de dire oui, on fait ça, on fait des commissions et tout, et on enverra des salariés. Mais le problème, c'est quand c'est leurs salariés qui sont concernés. Parce qu'ils n'ont pas le regard de ce que vont faire les organisations syndicales, en fait, sur dans quelle entreprise ou dans quelle petite entreprise on va désigner un salarié. C'est le syndicat qui choisit, par rapport aux adhérents ou aux sympathisants, d'envoyer un salarié dans des différentes commissions. Et une fois qu'ils sont confrontés à ça, eh ben, comme a dit Linda ou Jenna, quand le salarié il manque 5 heures, s'ils sont 2 salariés, c'est 50% de l'activité qui n'est pas mis, que le travail ne se fait pas. Alors par contre, dans l'accord CPRA, il est prévu le remplacement du salarié qui s'en va en CPRA. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Daniel Buguet, on parle pas mal des employeurs, des patrons. Vous êtes là, c'est vous qui les représentez en tant que CPME. Vous vous reconnaissez un peu dans les freins ou enfin voilà, dans cette volonté d'agir, parce qu'on va passer tout de suite après vous sur les actions. Donc cette capacité à agir ensemble, vous êtes bien là pour le faire. Oui, je voudrais rebondir rapidement sur ce qui vient d'être dit et mettre les pieds dans le plat, moi aussi. Est-ce que il y a pas aussi tout un historique sur les relations syndicales entre les collèges de salariés et le patronat, qui a été plutôt montré comme toujours en opposition plutôt qu'avec une volonté de construire ensemble. Et ça fait peur aux PME de se dire oulala, moi les syndicats chez moi, j'en veux pas, parce que on a cette image. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire. Comme je l'ai dit quand j'étais président pour lancer la CPRI, Aura, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord, c'est pas ça le sujet. Mais quand il y a quelque chose qui est positif et qu'on peut avancer ensemble sur un sujet, pourquoi avoir une posture d'opposition systématique? Mais bon, ces propos n'engagent que moi, mais voilà, c'est peut-être. Daniel, on a un peu perdu Daniel. Ses propos n'engageaient que lui, mais en tout cas, je pense qu'ils sont intéressants à porter. Bon, bah, on va retrouver Daniel. Jean-Michel Pecorini, oui. Tu vas pouvoir reprendre la main. On a tous, enfin, quand on a préparé l'entretien, à chaque fois, les entretiens, vous avez tous souligné l'importance de la communication pour pouvoir toucher le public et la difficulté qu'il y a à faire quand on a 2 millions de. Il y a un souffle. Excusez-moi. La difficulté qu'il y a à adresser 2 millions d'entreprises. Et donc, Jean-Michel, tu expliquais dans quelle mesure vous, au niveau de la CPRIA Île-de-France, vous utilisez notamment le moyen pour porter votre information en passant par le prestataire de la prévoyance dans sa communication et à intégrer votre communication pour justement toucher les salariés. Oui, donc l'UDP depuis quelque temps a 4 pôles, mais nous on travaille en CPRIA sur 3 pôles. Il y a la CAPEB pour la partie bâtiment, il y a la CGAD pour ce qu'on appelle les métiers de bouche, et la CAMS c'est les métiers de service. Et la communication qui passe le mieux au niveau des CPRIA, c'est au niveau de la CAPEB, puisque avec ProBTP, ils arrosent tout le monde, y compris salariés et employeurs. Il y aurait peut-être dans les métiers de bouche les journaux de la boucherie qui ont toujours un encart publicitaire pour la CPRIA, qui est un bimensuel pour la boucherie,
Après, le reste, c'est un peu plus compliqué pour les métiers à service de faire passer l'information parce que là, il y a beaucoup de métiers dans les métiers de service et c'est assez compliqué de faire passer l'information. Après, Marina, peut-être qu'elle pourra rebondir sur ce que je dis, mais voilà, donc on a vu la difficulté et il n'y a rien de pire de faire des bonnes choses et de pas pas les faire savoir, quoi. Donc c'est vraiment le b.a.-ba. Et dans nos différentes journées CPRIA qu'on a faites, on en a fait 4, si je ne me trompe pas, Marina, et il y en a une qui a été annulée, la dernière. Mais c'était vraiment le maître mot, c'était communication, parce que c'est le nerf de la guerre, la communication. Très bien. Et la CPRIA Île-de-France, vous avez aussi ouvert une offre activité sociale et culturelle pour les salariés qui s'appelle Proximéo. Hein. Bon, où ça en est? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un point commun qu'on voit dans toutes les approches que vous proposez au TPE, c'est que ça concerne tant les salariés que les employeurs. Et là, en l'occurrence, il y a 60% des bénéficiaires, ce sont les patrons, a priori. Oui, donc alors c'est pas uniquement que la CPRIA Île-de-France, parce que c'était une volonté de la DSA, c'est-à-dire la sommitale des CPRIA, hein, si je peux m'appuyer comme ça, c'était que les petites entreprises ont les mêmes droits que les grosses, que les grandes. Donc, il y a des CSE dans les grandes entreprises et dans l'artisanat, pour parler plus particulièrement de l'artisanat, il n'y avait rien, à part l'accord qu'a souligné Linda. Il y a un accord spécifique boulangerie. Alors, c'était des commissions boulangerie qui datent d'après-guerre. Hein, c'est très vieux, l'accord boulangerie. Et ils ont des activités sociales et culturelles. Et donc, on a voulu mettre en place au niveau national pour les CPRIA un CE virtuel qui donne droit, qui est ouvert à tous les salariés de l'artisanat et des employeurs, surtout les employeurs, parce que vu les derniers chiffres, il y a 60% d'employeurs qui se connectent sur le site, donc 80% de femmes employeurs et 40% de salariés, et voilà. Donc, le but, c'était pas de promouvoir des grosses entreprises, mais des entreprises. On va pas mettre Euro Disney ou le parc Astérix en avant dans Proximéo. Il y est bien sûr, puisque c'est incontournable, mais de mettre de l'acrobranche, des petits parcs, quoi. Et surtout, le but ultime, c'est de faire rentrer des offres issues de l'artisanat. Alors, parce que je sais que Marina va rebondir là-dessus, on ne conteste, le Proximéo est un aide, on n'oblige personne parce que chaque CPRIA a conclu des accords avec des partenaires. Mettons, Group Up est pratiquement partenaire de toutes les CPRIA en France. Voilà, on ne conteste pas leurs partenariats régionaux, mais voilà, c'est une aide pour ceux qui n'avaient pas grand-chose, quoi. Vos propos n'engageaient que vous et encore. J'ai pas compris là. Non, je passais la parole à Daniel qui avait été coupé. Excuse-moi. Le micro, Daniel. On ne vous entend pas. Oui, je suis désolé, j'ai pas une connexion qui est top. Donc, je sais pas où ça a coupé ou quoi. Vos propos n'engageaient que vous. Oui, c'est vrai, ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y avait une petite suite. Non, mais la suite, oui, c'est que pour moi, c'était une expérience très positive que j'avais jamais vécue et qui montre qu'on a pu travailler ensemble de façon très constructive et on s'est retrouvé comme dans beaucoup de groupes avec un noyau dur. On était toujours les mêmes, assez fidèles pour travailler. Et on a eu des résultats positifs sur la mise en place d'un CE. Linda pourra certainement l'évoquer, ou Bruno. Et voilà, je pense que, enfin, personnellement, moi, j'avais du plaisir à venir à ces commissions pour travailler ensemble. C'était quelque chose d'intéressant. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je développe sur autre chose. Non, le temps tourne. Merci, Daniel. Et vous m'avez précisé un point que je souligne, c'est que vous avez
pour vous, les représentants des syndicats dans la CPRI arrivaient avec des dossiers mieux préparés que du côté employeur. Voilà. Vous soulevez tous les secrets que je vous ai dit en off. Il y a pas de off. Oui, c'est vrai que c'était une réaction très naturelle, mais c'est vrai que les OS, alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont des structures derrière eux qui sont mieux préparées que nous, mais en tout cas, les sujets étaient fouillés. Enfin, ça tient la route et moi j'ai appris beaucoup. Voilà, respect. Très bien, merci Daniel. Jenna, alors Jenna, sur les actions que vous avez menées, si vous pouvez nous expliquer un peu justement pour adresser la cible, la stratégie de partenariat que ça sous-entend, d'être un peu très, on va dire, ouvert à toutes les opportunités pour pouvoir toucher le public, et ça se caractérise comment vous au niveau de la CPRA Île-de-France? Alors, en complément de ce qu'a pu dire Jean-Michel. Et voilà, c'est en complément de ce qui a été dit par Jean-Michel. C'est vrai que on mène des actions de partenariat avec des instituts de prévoyance, comme Jean-Michel a dit. En plus, on travaille aussi on sollicite aussi les ARAC, puisque les ARAC font partie prenante aussi de nos actions. On le fait également pour nous faire connaître, on fait également sur le site des organisations syndicales, et ainsi que la presse, qui sont aussi pour nous des cibles à pouvoir mobiliser. On a comment dirais-je, on a aussi tout ce qui est levier sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on a un site CPRIA Île-de-France, et on est aussi présent sur LinkedIn et autres pour pouvoir faire passer des messages au fur et à mesure de nos actions. On crée aussi des événements, que ce soit des cafés-débats ou des webinaires. C'est ce qu'on va préconiser ça prochainement, parce que vous savez qu'on a sorti le guide de prévention et lutte contre les violences au travail. C'est un guide qu'on a finalisé l'année dernière, et que l'objectif pour nous, c'est de pouvoir le présenter. Mais c'est vrai que par rapport à cette crise-là, on a pris un peu plus de temps, et c'est l'action future qu'on va faire, mettre en évidence le guide qu'on a travaillé. Et Jenna, ce guide, il est vraiment adapté TPE? Ce guide, il est adapté il est ciblé TPE, mais il y a aussi la possibilité pour que d'autres entreprises puissent aussi le consulter, parce que les violences faites au travail, c'est pas seulement pour la cible TPE, c'est pour l'ensemble de l'emploi, au niveau du travail, mais ça donne aussi une sensibilité pour alerter, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire dans le cadre du travail. Ok. Alors, Jenna, vous m'expliquez que normalement, une des missions des CPR, de toutes les CPRI, il y a une notion de prévention des conflits. C'est-à-dire vous n'avez pas de prévention, de médiation, etc. Éviter qu'on aille au prud'homme. D'ailleurs, moi je n'arrive pas à trouver dans les stats la part des contentieux au prud'homme qui relèvent de salariés qui viennent de TPE. Et donc là-dessus, vous m'expliquez qu'il y avait une méconnaissance quand même assez forte des salariés des TPE sur leurs droits, qui était très importante, et que pour autant vous faisiez très peu de médiation, on va dire préventive, et que en fait la porte d'entrée restait quand même les syndicats, et notamment les missions locales, et que la porte d'entrée naturelle n'était pas la CPRIA pour aller prévenir un conflit. Tout à fait. Alors, je vais juste répondre à votre question sur les prud'hommes, parce que c'est intéressant, parce que suite à notre échange, j'ai un peu fouillé pour savoir comment ça se fait et comment ça se passe. Il faut aussi, alors, la réalité, je pense juste sur les prud'hommes de Paris, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de salariés en TPE qui instaurent leur dossier au prud'homme. Pourquoi? Parce que la remarque qu'on a pu faire et qu'on a pu analyser, c'est que quand vous avez des ERP dans les grandes entreprises, il y a moins de prud'hommes, il y a moins de contentieux, puisque il y a aussi le levier des élus qui sont là pour donner l'information en amont. Ça, c'est aussi une certaine réalité, parce qu'on se dit toujours les salariés des TPE ne connaissent pas, une méconnaissance des prud'hommes. C'est totalement faux, bien au contraire. Moi, je parle par rapport à la région parisienne, où là, vous avez beaucoup plus de contentieux pour des salariés dans les petites entreprises. Et on a beaucoup, alors pour affiner un peu plus ma réponse, je vous dirais même dans les sections commerce et activités diverses, où là, on a quand même une demande très forte des contentieux prud'hommes pour les salariés en TPE. D'accord. Voilà. Ça, c'est important à souligner, parce qu'on pense que souvent c'est l'inverse, et c'est souvent les salariés des grandes entreprises qui saisissent les prud'hommes. Non, la réalité, elle est autre. Et pour la prévention des conflits,
Alors là, c'est un dossier où la prévention des conflits est véritablement une action qui doit se mener le plus tôt possible, avant d'entrer dans une zone de tension entre le salarié et l'employeur. Et c'est ça qui est important, c'est que l'approche, bon, il faut savoir que l'approche qu'on a pour la gestion des conflits, c'est qu'on travaille, on a instauré un binôme. C'est-à-dire que l'approche se fait en binôme avec le salarié et l'employeur, ce qui permet de pouvoir sécuriser l'action quand vous avez un représentant d'un salarié, un employeur qui va rencontrer un salarié pour pouvoir instaurer un dialogue, une discussion. Le salarié est beaucoup plus, comment dirais-je, amène à écouter parce qu'il sait qu'il n'est pas seul face à un employeur, mais il a également un salarié qui est là aussi pour l'écouter. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on a mis en place dans le guide de la gestion des conflits là-dessus, et ce qui nous permet aussi comment dirais-je, d'instaurer une certaine confiance. La question de pouvoir capter le besoin prend tout son sens. Les points d'entrée des structures locales, qu'elles soient syndicales ou patronales, elle est plus que pertinente parce qu'on voit bien, c'est ce que vous avez dit, c'est vrai que la réalité, c'est que très peu de salariés connaissent l'ensemble des organisations, que ce soit CPRI, CPRIA et autres. Ils ont une méconnaissance totale au niveau de tout ce qui est CPRIA et autres. Et ce qui est important, c'est voilà, mettre en œuvre ce binôme pour pouvoir gérer ces dossiers. On a quand même, parce qu'il faut se dire, on a créé ce guide de la gestion des conflits, on le fait vivre dans l'ensemble des CPRIA. Et pour donner quand même un point d'entrée, c'est qu'on a quand même une CPRIA qui a pu mener à bien un dossier gestion des conflits, parce que souvent on se dit ouais, vous mettez en place des guides, mais est-ce que concrètement, est-ce que c'est mis en application sur le terrain? Oui, oui, il y a une CPRIA qui a pu mettre en place cet accompagnement-là, et c'est important de pouvoir souligner. Ça fait partie aussi de notre volonté de faire connaître de ce qu'on fait, et voilà, ça commence à se mettre en place, mais tout doucement, mais ça se met en place. Entendu. Merci, Jenna. Je voulais juste, pour revenir sur la dernière question qui est importante, c'est vrai que la porte d'entrée, c'est les unions locales, les unions départementales et aussi également les unions régionales interprofessionnelles en région sont vraiment des lieux vers où les salariés se tendent à venir quand ils sont en difficulté, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi être honnête, hein, ces rencontres qui tournent souvent pour les salariés, c'est sur du juridique, sur le droit du travail, et sans vraiment réelle médiation entre l'employeur et le salarié, parce que le salarié vient voir les unions locales. Et c'est dommage parce que cette action qu'on met en place dans les unions locales et autres, c'est une action qui peut être confiée à la CPRIA si elle était plus connue. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Merci, Jenna. Mais on en revient, de toute façon, à la problème de fond, c'est que ça commence mal avec un acronyme comme CPRI. C'est quand même compliqué pour marketer un nom, comme on en parlait, la notion de logo. Enfin, il n'y a pas d'image liée à ça, et que la porte d'entrée, bon, elle est compliquée. Marina Barbier. Je branche ma batterie. Je suis désolée. Allez-y. Peut-être en attendant justement que Marina branche sa batterie. Du coup, parce que il y avait une question qui s'adressait à Gina qui vient de finir son intervention. Est-ce que vous avez des chiffres sur le pourcentage de salariés de TPE en CPH? On n'a pas les chiffres. On sait qu'il y a un nombre constant, mais malheureusement, au niveau des CPH, ils n'ont pas encore fait l'analyse. Mais à creuser, dans ce cas-là, si j'ai les chiffres, je vous transmets pour que vous puissiez passer le message. D'accord. Entendu. Alors, il nous reste 20 dans le compte rendu. Et il y avait une autre question qui s'adresse à tous. On a eu dans le chat un petit échange sur la question des activités sociales et culturelles dans les TPE PME. Alors évidemment, l'intérêt de mutualiser et de se servir des instances CPRI comme CPRI et CPRIA comme étant un endroit dans lequel on va peut-être pouvoir mutualiser. Mais il y avait une remarque de Yves et qui est importante, qui est de la NCSE, donc qui est une association qui gère des CSE, qui me faisait justement remarquer qu'il y a des associations qui justement accueillent et mutualisent des CSE et qui permettent de faire bénéficier aux salariés des TPE PME qui n'ont pas justement de CSE d'un certain nombre de dispositifs. Donc ça mérite d'être signalé, et en tout cas la NCSE fait partie des structures qui proposent ce type de services aux entreprises qu'elle fédère. Merci Arnaud.
Marina Barbier, donc on va sur les actions, peut-être enclencher parce qu'Arnaud parlait encore des ASC et la possibilité d'avoir des associations qui adressent quand même des départementales qui adressent les besoins des TPE. Vous avez, Jean-Michel en a parlé, vous avez monté Vivarti Bretagne, c'est la partie ASC de votre action. Il y a un budget qui est dédié, vous avez un budget, vous avez des actions, vous avez 2000 bénéficiaires potentiels, 2000 bénéficiaires. Vous avez mis en place une aide d'urgence Covid. Vous avez des moyens, vous avez un budget de 50 000 euros si je me trompe pas, sur ce. Et donc c'est un levier ASC. Dans quelle mesure ça s'articule avec peut-être des associations départementales qui existeraient. Enfin, quel est l'état du besoin sur les ASC, Marina, et comment vous y répondez? Oui, alors juste pour, c'est difficile de venir aux actions lorsqu'il y a je suis intervenue au tout début et qu'il y a eu tout ce débat, mais juste pour, si je peux me permettre de vous pour rebondir sur les propos de Daniel Buguet, en effet, sur l'importance de la qualité du dialogue social entre les organisations au sein de ces instances. Il est vrai que souvent, voilà, on a des clivages organisation patronale, organisation salariée. Dans ces commissions paritaires, le dialogue est de qualité, il est constructif. C'est ce qui nous permet d'aboutir à des actions concrètes comme celles que je vais pouvoir vous apporter. Et l'enjeu aussi sur le volet communication que vous évoquez, on ne peut pas communiquer si on n'a rien c'est difficile de communiquer sur rien. Donc, c'est vrai que pour nous, au tout début, on a eu à produire, à faire des actions pour ensuite pouvoir communiquer et déployer notre site Internet. Et j'ai envie de dire, l'étape à laquelle les CPRI sont aujourd'hui, c'est un peu l'étape par laquelle la Bretagne est passée, où on a expérimenté. Nous aussi, nous n'étions pas dans un accord. Nous étions, on a mis en place des commissions paritaires sans cadre. Voilà, on a défini notre propre cadre, on a été chercher nos financements, on a mené des actions. Et c'est là qu'on a commencé à expérimenter une action dans les ASC. Donc voilà, c'est la qualité du dialogue et l'innovation par le dialogue social qui nous fait avancer pour les TPE. Et je pense qu'en effet, s'il y a bien quelque chose à retenir, il y a des actions et cette qualité du dialogue social qui fait avancer tous les acteurs et qui fait avancer les chefs d'entreprise et les salariés dans le bon sens pour l'intérêt de l'entreprise. Alors, juste pour les ASC. Alors, en effet, en Bretagne, on a créé une association paritaire. Donc, c'est la commission paritaire qui a créé une association spécifique, une association paritaire qui dispose d'un budget environ un budget constant de 50 000 euros, qui s'appuie pour offrir des avantages comparables aux grandes entreprises sur des partenaires, des prestataires issus du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, le groupe UP en est un partenaire et nous permet de déployer un certain nombre de dispositifs, la promotion des chèques vacances dans les TPE, la promotion des chèques cadeaux, le CESU, etc., etc. À côté de cela, nous travaillons avec 2 autres partenaires que j'ai pu voir comme étant des partenaires identifiés aussi dans d'autres régions, puisque c'est le réseau Sésame et le réseau ENCAF-TT, qui sont également deux partenaires issus de l'économie sociale et solidaire. La volonté, c'est de travailler, donc cette initiative que nous avons portée depuis très très longtemps en Bretagne, et cette association a été créée en 2012, elle est en effet aujourd'hui un dispositif qui se déploie dans le cadre d'un dispositif Proximéo au niveau national. L'idée étant, c'est toute la force aussi des commissions paritaires, c'est qu'il peut y avoir des expérimentations régionales, et ensuite, dans le cadre de réunions nationales, nous mutualisons l'information, nous mutualisons nos pratiques, et nous pouvons permettre de déployer une même action sur un champ national. Donc, en Bretagne, nous avons continué à maintenir notre dispositif spécifique en complémentarité de Proximéo, parce que cette association paritaire, elle va un petit peu plus loin que de travailler en partenariat avec les prestataires que je vous ai indiqués. C'est un CE créé par l'artisanat, pour l'artisanat. Et donc, il est vrai que chaque année, on innove, on essaye de créer nos propres outils. Et c'est en cela qu'on a créé une sorte de fonds de solidarité. Chaque entreprise qui adhère à cette association verse une quote-part qui alimente un fonds de solidarité nous permettant de dégager des actions spécifiques. Parmi ces actions spécifiques, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver dans des CE de n'importe quelle entreprise. On a créé des bons naissances. On a créé des bons sports. Alors, pas les bons sports pour les enfants, parce que souvent, c'est ce qu'on nous demande. On a fait des enquêtes de ce qui était attendu. On a créé des bons sports pour les actifs de l'artisanat, parce qu'on souhaite que tout le monde reste en bonne santé pour être bien dans l'entreprise, donc développer le bien-être. Donc, on a développé des bons sports, mais on a également mis en place, et vous l'avez signifié, on s'adapte à la situation du moment. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire que les activités sociales et culturelles ont la cote, que nos entreprises ont envie d'adhérer à Vivarti, parce que c'est difficile de leur dire, vous allez bénéficier de réductions vacances, réduction loisirs. Donc, on a adapté on s'est penché sur une autre mission qui est plutôt la mission solidarité, et on a créé un fonds
des actions d'aide d'urgence dans le cadre de la crise Covid. Donc des actions d'aide d'urgence qui vont à la fois donc une petite cagnotte qui est mise en place et qui peut être de demander une aide d'urgence. Donc en fait les bénéficiaires peuvent demander une aide d'urgence s'ils ont une situation en lien avec la crise sanitaire que nous connaissons. On a également mis en place une réserve permettant de soutenir le tourisme local et la culture. Donc, on va apporter un complément à des foyers qui, lorsque nous pourrons profiter tous des loisirs et de la culture, qui vont se rendre dans les parcs bretons, qui vont se rendre. Donc, on a déterminé un cadre pour soutenir le tourisme et la culture au niveau local. Donc, on abondera, en fait, on remboursera une partie des frais des foyers qui se seront déplacés pour soutenir localement des acteurs locaux. Donc, il y a cela et également une aide aussi on prend en charge pour les chèques vacances, on soutient, donc on abonde à la création des frais de dossier, donc l'entreprise pour soutenir aussi de relancer le tourisme plus tard. Donc on finance les frais d'inscription des entreprises. Donc voilà quelques petites initiatives pour vous dire que nous essayons d'aller plus loin. En essayant de répondre, chaque année, nous identifions des nouveaux produits et nous portons de nouvelles initiatives. Et également des journées familiales de l'artisanat. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment par et pour l'artisanat. Marina, vous avez parlé des tickets sport, enfin, la prise en charge d'une partie des… Et vous avez sur un autre volet de vos initiatives, sur la partie santé au travail, vous voulez casser l'image de pénibilité qui est associée au métier de l'artisanat. Et dans ce cadre-là, vous avez une action originale qui caractérise, c'est intéressant de voir des employeurs et des organisations de salariés porter un projet commun avec un prix, le prix, excusez-moi, que je retrouve. Calivi. Le Calivi, excusez-moi. Le prix Calivi qui récompense, met en avant des entreprises, des TPE qui valorisent et qui prennent en compte la santé au travail et réduisent la pénibilité. C'est intéressant de pouvoir travailler de concert avec les salariés, les syndicats là-dessus. Tout à fait. On est juste pour revenir sur l'histoire. Et avec la RAC, en plus. Oui, en partenariat avec la RAC, en effet. La question de la santé au travail est un sujet qui a été pris à bras-le-corps assez rapidement dans la commission paritaire avec dans un premier temps, en amont de ce trophée, on avait souhaité sensibiliser à la fois les chefs d'entreprise et les salariés sur l'enjeu de ces questions. Alors, ils y sont sensibles puisque les risques professionnels dans un certain nombre de métiers de l'artisanat sont assez forts, en effet. Mais on avait pour message de sensibilisation artisans salariés même combat, c'est-à-dire que le couvreur lorsqu'il est sur le toit, le risque de chute il est le même pour à la fois le chef d'entreprise et le salarié. Les risques sont souvent partagés et donc du coup ce qui favorise le dialogue et c'était en cela qu'on voulait insister sur le fait que on peut parler de ces sujets parce que les artisans et les salariés sont concernés par les mêmes risques. Donc ça, on a tout d'abord mené cette campagne de sensibilisation et en effet on était aussi arrivé au constat qu'il fallait non plus tout le temps communiquer sur la dimension des risques professionnels dans nos entreprises, mais démontrer aussi que dans nos entreprises, on pouvait mettre en place de bonnes initiatives permettant de travailler et de promouvoir en fait des actions de qualité de vie au travail. Donc on a créé ce trophée régional qui là non plus ne met pas en avant des difficultés mais met plutôt en avant des bonnes pratiques et donne envie. Voilà, c'est plutôt le message par le positif. On pense que c'est plutôt dans cette démarche-là qu'il faut avancer. Donc ce trophée Calivi récompense les artisans de la qualité de vie au travail puisque l'artisanat c'est un savoir-faire et ils peuvent avoir du savoir-faire en matière de qualité de vie au travail. Et donc on récompense chaque année 3 entreprises pour une action menée conciliant, donc visant à sans rentrer dans la définition de la qualité de vie au travail, donc visant à concilier le bien-être des salariés et le bon fonctionnement, enfin, j'ai plus les termes, excusez-moi. En gros, concilier bien-être et activité économique de l'entreprise. Performance, voilà. Donc, ce trophée Calivi a été lancé, c'est la 3e édition que nous faisons. Et il est vrai que, juste pour illustrer, comme quoi ce trophée a du sens, lorsque nous avons eu l'édition la dernière, en 2020, il y a eu une suspension, nous n'avons pas pu mener à bien ce trophée. En 2020, l'entreprise, 2e entreprise lauréate, lorsque nous l'avons rencontrée pour faire témoigner cette entreprise, une fois qu'elle a été récompensée, nous avons découvert que c'était les salariés qui avaient souhaité candidater
au trophée Calivi. Et en ce sens, ça a donné encore plus de sens à notre initiative, c'est de dire, vous voyez, c'est pas que l'entreprise, c'est pas que le chef d'entreprise qui a envie de montrer, mais oui, si je sais faire des choses avec les salariés, c'est les salariés ont eux-mêmes envie de mettre en avant le savoir-faire et la qualité du dialogue dans l'entreprise. Donc, ce trophée a été pour nous révélateur de très belles initiatives qu'on a envie de porter et donner envie. Donc, c'est vraiment capitaliser sur les bonnes pratiques. C'est vraiment l'enjeu de ce trophée. Marina, très bien. Dernier point concernant la prévention des conflits. Vous avez mis en place un autodiagnostic RH qui est très très simple. Vous avez fait vraiment un effort de pédagogie, de vulgarisation pour faire rentrer le chef d'entreprise dans cet autodiagnostic et ça l'amène à des différents dispositifs qui sont souvent méconnus, pour l'amener à des dispositifs souvent méconnus, et notamment lui permettre d'avoir une politique sociale peut-être raccord et d'éviter des conflits. Vous avez mis en place une commission, enfin vous avez une approche de médiation des conflits. Il y a, comme le disait Jenna, chez vous pareil, il y a peu de cas. Vous avez 3-4 cas par an, vous m'expliquez, mais qu'a priori, quand vous êtes intervenu, ça n'a pas été au prud'homme derrière, donc a priori ça fonctionne. Alors, en effet, la dimension prévention des conflits, elle passe par la nécessité d'accompagner à la fois les chefs d'entreprise et les salariés, de les informer, de les accompagner dans la gestion des ressources humaines. Donc, faut pas avoir une approche de prévention des conflits que lorsque le conflit est en effet à l'aube d'émerger. Donc, on part vraiment un petit peu plus loin dans la mission prévention des conflits, qui est d'accompagner les acteurs, sachant que dans une très petite entreprise, nous n'avons pas en effet de responsable des ressources humaines, etc. C'est le chef d'entreprise qui a de multiples casquettes et il a besoin d'être accompagné dans cette démarche. On a souvent beaucoup de dispositifs qui proposent d'accompagner les chefs d'entreprise. Il y a notamment actuellement le PCRH, qui est un plan d'accompagnement des ressources humaines qui est lancé par les directs et avec un financement par les OPCO qui permet d'accompagner les entreprises dans une démarche un peu plus avec un consultant et ce qui nécessite un engagement en temps. Mais avant de rentrer dans ces démarches-là, souvent la nécessité, c'est que l'entreprise puisse s'auto-positionner. C'est quoi mon besoin? Très, très succinctement, en une demi-heure. En gros, notre autodiagnostic, c'est un auto-positionnement du chef d'entreprise pour qu'il puisse identifier les leviers, les axes sur lesquels il est peut-être pas très performant. Là, il y a un axe d'amélioration pour pouvoir avoir, et c'est l'aide à la prise de conscience de passer à l'étape suivante. Parce qu'on a tenté, nous, de mettre en place des groupes d'entreprises pour les accompagner avec des consultants, etc. Et on s'est rendu compte que souvent, ils nous répondaient, non, ça va. Ils n'avaient pas conscience des difficultés et des axes d'amélioration dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment de l'auto-positionnement. On l'a construit, cet autodiag, avec la RACT Bretagne, et ce qui nous permet ensuite de mettre ces entreprises-là en relation avec les dispositifs existants. Parce que souvent, on a une communication dispositif, mais il faut encore avoir conscience qu'on a besoin de ce dispositif pour pouvoir le déployer. Donc, c'était vraiment un enjeu majeur de sensibilisation à l'importance de faire un point sur sa situation, de prendre le temps. Alors, c'est pas une journée de consultant, c'est juste une demi-heure. Donc là, on s'est dit, c'est à la portée de n'importe quel TPE déjà d'avoir cet auto-positionnement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, en effet, la mission prévention des conflits. Alors, les 3-4 dossiers, on est, nous, sur c'est la période, on avait mis en place des cellules techniques de médiation entre 2005 et 2010, avant les commissions paritaires, avant l'installation des commissions paritaires. Ces cellules techniques de médiation, c'est à cette époque-là que nous avions à peu près 3 dossiers par département, par an, et l'ensemble de ces dossiers-là ont été concluants, puisqu'en fait, ils ne se sont pas traduits par, en effet, un recours devant des prud'hommes. On n'a pas été jusqu'au, un conflit manifeste. On a trouvé une issue positive à une problématique identifiée par un chef d'entreprise et un salarié. Donc, on était dans la logique des binômes. La mission prévention des conflits, telle que elle est évoquée, elle a été évoquée dans les précédents échanges, elle est en effet une mission qui est prévue par la loi Rebsamen et qui est une des missions des commissions paritaires, l'ensemble des commissions paritaires, CPRIA, CPRPL demain, CPRI également aujourd'hui. Nous n'avons pas énormément déployé cette mission prévention des conflits parce qu'on était peut-être un peu trop concentré sur d'autres actions. C'est vrai que c'est la difficulté aussi. Il y a beaucoup à faire. On a envie de faire et on a, Donc, on a mis en place un flyer et là, on est en train de justement, puisqu'on pense que la crise peut contribuer à faire émerger un certain nombre de difficultés nouvelles, on travaille à une campagne de communication sur les réseaux sociaux en lien avec les élections TPE où on met en avant le fait que dans les commissions paritaires, il y a de la prévention des conflits. On peut être aidé pour prévenir les
les conflits. Donc on essaie, voilà, on va relancer cette campagne d'information, mais en tout cas l'expérience que nous en avons, c'est que lorsqu'on peut accompagner en binôme, ça fonctionne. Entendu. Merci Marina. Alors le temps tourne. Je précise, Marina et Daniel, vous devez nous quitter à 10h30 pile poil. Vous avez des contraintes, donc je préfère le préciser d'avance. Et moi, je vous propose qu'on rajoute 10 minutes, qu'on aille jusqu'à -20. Parce que Linda et Bruno ont encore des choses à nous dire. Et donc, je passe la parole à Linda. Il a été beaucoup de questions de l'ARACT. A priori, vous travaillez, Jenna en a parlé, Marina en vient d'en parler. Et Linda, vous, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez aussi mené en partenariat avec l'ARACT, vous avez travaillé ensemble pour ficeler un questionnaire sur la santé au travail dans les commerces, dans les petits commerces. Et donc, vous avez été au contact du terrain pour aller faire connaître, faire remonter les remontées donc des salariés de ces TPE pour nourrir la commission. Linda, si vous pouvez nous expliquer un peu la démarche et un peu la difficulté de la démarche et l'intérêt surtout de la démarche. Oui, pour répondre à la question des actions très concrètes, la CPRI Auvergne-Rhône-Alpes a invité l'ARACT pour pouvoir travailler ensemble. Au mois de janvier dernier, on devait travailler sur les conditions de travail, les postures, etc. Comme tout le monde, nos travaux ont été détournés par le Covid et on a décidé ensemble de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour les salariés. La première action qui est vraiment innovante de la CPRI, à partir d'un appel à projet de la Directe, c'était d'abord de rencontrer les salariés et les employeurs des hôtels, cafés, restaurants. Et puis, deuxième vague de Covid, fermeture des hôtels, cafés, restaurants. Donc on a dû réadapter. Donc, c'était très intéressant d'envoyer un binôme employeur-salarié à la rencontre en fonction des bassins de travail, etc. La CPRI sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le paritarisme tout-terrain, où on sort des murs du paritarisme pour aller à la rencontre d'eux. Et vous ne tractez pas. Comment ? Il n'y a pas de tract, on ne parle pas de tract là. Hein. Là, on parle en fait, notre objectif, c'était d'aller recueillir la parole sur le terrain. Et cette parole, elle nous permettre de construire le plan de travail de la commission paritaire. Vous voyez, on l'a pris à partir du terrain. Bon, on a été empêché par la fermeture, comme vous le savez. Alors, on a réorienté nos travaux. Vous voyez qu'il y a quand même une capacité de travail très importante malgré les faibles moyens, etc. Donc, on s'est concentré sur les commerces de proximité, tous les magasins, etc. Et avec l'ARACT, on a travaillé un questionnaire, un pour les employeurs, puisqu'il y a quand même des réalités qui sont un petit peu différentes, et un pour les salariés, puisque vous savez que l'accès au chômage partiel, etc., n'est pas la même en fonction du statut dans la TPE. Et donc, on a été à la rencontre des salariés. Nous, on s'est servi des unions locales. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas demander aux salariés qui ont 5 heures de délégation d'aller à la rencontre avec le questionnaire. On a été super bien reçus par les salariés. Dès on n'est pas venu leur faire de discours, on est venu leur poser des questions anonymes. Le questionnaire était anonyme, en leur disant, voilà, comment… c'était un questionnaire très orienté Covid, avec des questions aussi sur la question des congés payés, de la consultation, etc. Je développe pas, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça a été une démarche très appréciée. On n'a pas eu autant de retours qu'on l'espérait, mais en tout cas, ce qui ressort très, très fort sur les retours, c'est dans les magasins notamment la peur du chômage. C'est pour ça que la CPRI s'oriente. On a rencontré le directeur de l'OPCO EP, entreprise de proximité. On va travailler sur le versant transition pro ou CIBC. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle, je développe pas. D'accord ? Et donc, vous voyez, il y a une vraie envie de la CPRI d'essayer de répondre aux besoins des salariés à partir de leurs problématiques, notamment de formation. D'ailleurs, par rapport à ça, Linda, c'est que quand vous avez récemment ouvert une boîte de la possibilité pour les salariés de vous interroger par le site Internet et que l'ensemble des questions portent sur la formation. Donc, le besoin, il est vraiment là. 100%. En fait, on n'a pas de sous, mais la CPME nous a mis à disposition du matériel. Et donc, en plus du site, ils peuvent nous contacter. On l'a fait pendant le Covid. On a décidé d'être une CPRI au contact. 100% des questions portent sur la formation. Toutes.
Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Peut-être que vous nous inviterez prochainement pour pouvoir vous parler de ce qu'on a fait sur la formation professionnelle. Mais voilà, pour dire qu'il y a vraiment plein de choses. Et puis, juste une seconde pour dire sur les activités sociales et culturelles, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des choses concrètes. On s'est appuyé, et je rejoins ce qu'a dit Marina Barbier, on a fait venir en CPRI, d'abord la CPRIA, ensuite le réseau Sésame que vous connaissez, le réseau ENCAV, et on a signé un accord de la CPRI avec ces deux associations pour permettre la prise en charge par l'employeur de la carte qui coûte, enfin pour ce qui est de l'ENCAV, 32 €, mais bon, sur des tarifs similaires, c'est les mêmes tarifs ENCAV Sésame pour pas être dans des questions de concurrence, et qui permettent à la fois aux employeurs et aux salariés d'aller au ski, etc., etc. Donc je développe pas là-dessus, mais en tout cas sur les actions, on pourrait développer à d'autres moments, mais activités sociales et culturelles, un accord signé avec prise en charge par l'employeur. Un travail de terrain avec les questionnaires, on aurait aimé en avoir plus, mais bon, on va continuer à travailler. Un travail avec la RACT, un travail avec les OPCO, etc. Donc, vraiment une envie de s'appuyer sur l'existant pour pouvoir gagner en expertise et en efficacité sur le terrain. Et surtout, ce qui est intéressant avec votre approche, c'est qu'en allant en contact avec les salariés des TPE, avec le binôme, c'est super apprécié par les salariés. Il y a vraiment il y a matière à créer le lien, quoi. Oui. Entendu. Bruno Bisson, sur la partie, excusez-moi, je fais un peu des allers-retours sur les différents modes d'action et sur la partie prévention Marina nous au revoir Marina, merci à vous Marina. Et Daniel, n'hésitez pas, si 10h30. En tout cas, merci à vous. Il y a un compte rendu à suivre et vous retrouverez vos échos et le replay à la suite. Merci pour l'organisation et bonne continuation à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir Marina, merci. Bruno. Bruno. Ah, pardon. On t'entend bien. Hein. Oui, Bruno, excusez-moi. Bruno, sur la partie prévention des conflits, vous m'expliquez que Marina, c'est Jenna, merci Jenna d'y avoir un peu répondu, parce que moi, sur la question du fait qu'il y avait quand même pas mal de salariés des TPE qui n'hésitaient pas à aller au prud'homme, ils savaient très bien comment ça pouvait se passer et qu'il y avait matière à y aller. Bruno, comment vous considérez un peu justement le risque de conflit social dans une TPE? Comment il se caractérise, la particularité qu'il peut avoir? Alors, je ne sais pas s'il est plus nombreux, moins nombreux que dans les grandes entreprises. En tout cas, à mon sens, il est un petit peu différent parce que on est dans une entreprise qu'on pourrait qualifier de familiale, et souvent il y a des choses qui couvent, et avant qu'elles n'arrivent sur le terrain du conflit, il s'est passé un peu de temps. Et au moment où elles arrivent, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc moi, je pense que... Alors, on a parlé de prévention des conflits. Alors effectivement, s'il y a une chose sur laquelle la CPRI Auvergne-Rhône-Alpes peut dire que bon, on a un petit peu avancé, c'est qu'il y a eu une formation de la directe, au moins pour l'ensemble de ses membres, sur la prévention des conflits. On n'a pas eu vraiment l'occasion de le mettre en œuvre. Je pense, et je crois que c'est Jenna qui le disait tout à l'heure, c'est la proximité qui compte, c'est-à-dire que les salariés, on voit bien la méconnaissance qu'ils ont à la fois de la CPRI, de la CPRIA. Donc, ils se retournent vers l'instance locale d'un syndicat qu'ils connaissent pas, ils arrivent. Et quand ils nous arrivent, effectivement, on est déjà dans une phase un petit peu avancée du conflit. Alors après, je crois que, et c'est là où on se rend compte que il faut qu'on continue d'instaurer ce dialogue-là. Parce que quand on dialogue avec les chefs d'entreprise, des TPE ou de l'artisanat, on se rend compte assez rapidement qu'il suffit de la discussion pour qu'on arrive à solder un certain nombre de choses. Alors, il y aura toujours des dossiers qui iront en Conseil des prud'hommes, ça c'est une évidence, mais il y a un certain nombre de choses qu'on arrive quand même à faire évoluer par le dialogue, par la discussion entre les parties. Et moi, je crois beaucoup donc à l'instauration de la prévention et de la gestion des conflits dans nos instances. Et une lettre en tête, vous avez l'exemple, une lettre en tête peut suffire aussi.
Oui. Alors c'est plutôt une lettre en tête syndicale, mais avec un service juridique où vous reposez 2-3 choses à l'employeur, et l'employeur, il conçoit que peut-être il est allé un petit peu loin, et ça se solde positivement à la fois pour lui et pour le salarié. Alors pas à hauteur peut-être de ce que les uns et les autres escomptaient, mais en tout cas on arrive à réguler le conflit de cette manière-là. Entendu. Merci Bruno. On arrive à la fin. Jean-Michel, tu voulais rebondir? Ça sera ton mot de conclusion, Jean-Michel. Oui. La prévention des conflits, il y a le terme exact dans la loi, c'est dialogue social et prévention des conflits. On est dans la prévention. Les CPRI ou les CPRIA n'ont pas la personnalité morale, et c'est plutôt un lieu où on informe, où on va dire il faut aller voir, parce que là on parle d'entreprise pour les CPRIA de moins de 11 salariés, hein. Donc c'est plutôt un conseiller du salarié, parce qu'il y en a beaucoup en France, chaque organisation syndicale en ont, mais en aucun cas on peut faire un courrier, parce que ça pourrait se retourner contre nous, et je ne pense pas qu'un courrier au nom des CPRI ou des CPRIA, je parle, hein, le syndicat, lui, il peut toujours il peut toujours faire un courrier. Après, moi, c'est dommage que les patrons soient partis, parce que j'avais une anecdote, c'est que avec la DSAF et la Somital des CPRIA, ce qu'on avait réussi à faire au moment de la discussion de l'avenant par rapport à la loi Rebsamen, c'était on avait fait déplacer les organisations patronales dans une salle d'une organisation syndicale, c'est-à-dire que l'UPA est venu à la CFE-CGC, après une autre fois à la CGT, une autre fois à la CFE. Imaginez le MEDEF qui sort de la rue du Bosquet, c'est pas possible. Donc pour nous, c'était vraiment le curseur du dialogue social ultime, de pouvoir faire déplacer pour une négociation une entreprise patronale dans une adresse d'une confédération, quoi. Voilà, c'était juste une anecdote en passant, mais c'est pour vous révélatrice. Imaginez le dialogue social qu'il y a dans ces commissions, qui n'est pas des commissions de négociation, mais plutôt des commissions de partenariat, où les organisations syndicales, les organisations patronales s'entendent et mettent en place des choses, et c'est pas le diable qui rentre dans l'entreprise, quoi. Parce merci Jean-Michel. Jean-Michel. Comme le diable qui rentre dans l'entreprise. Merci. Ça sera ton mot de conclusion. Et voilà, Jenna, qu'est-ce que ça t'inspire qu'est-ce que vous excusez-moi, le vouvoiement, je mixe. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire un peu les échanges que nous avons eus cette matinée? Écoutez, très bon échange, parce que je pense qu'on est tous dans la même dynamique, hein, synergie de travail en commun entre les deux parties, et je pense que c'est une dynamique, il faut avancer. Je pense que on a tous des bonnes idées pour se faire connaître, hein, que ce soit les CPRI, CPRIA et autres, et c'est vrai que là-dessus on a besoin, on travaille en commun ensemble pour arriver au même but, hein, c'est de pouvoir donner l'information aux CPI et aux salariés des TPE. Merci Jenna. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Merci Jenna. Linda. Oui, c'était vraiment très, très intéressant. C'est la première fois que je participe à un débat en dehors du réseau TPE pur et dur. C'est vraiment une belle initiative. Je pense qu'on a vraiment très envie d'avoir des choses concrètes pour ce monde du travail, aussi important soit-il. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu participer, j'utiliserai le replay pour aussi faire toucher du doigt ce qui se fait, à la fois ce qui se fait pas, etc. Encore bravo, merci pour l'invitation, et surtout bravo pour avoir osé un sujet autant délaissé par le reste du monde du travail. Merci encore. Merci à vous pour vos témoignages, parce que c'est un sujet qui est inspirant et qui peut, à mon avis, vraiment faire cogiter et devrait faire cogiter certaines personnes, tant dans les organisations syndicales de salariés que du côté des organisations patronales. Bruno, un tout petit mot de conclusion et je passe la parole à Arnaud. Oui, non, mais simplement, je partage tout ce qui vient d'être dit, et c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup de travailler au sein de cette CPRI Aura, parce que je crois que on est en train d'essayer d'inventer des choses un petit peu nouvelles
dans les relations syndicales et patronales. Et je crois que ça, c'est largement positif et ça apportera un plus à tout le monde à un moment ou à un autre. Tout à fait. Merci. Arnaud? Donc à moi. Merci déjà aussi des remarques. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, enfin il y a un an, hein, quand avec Rodolphe, on a imaginé l'organisation de webinaires. C'est vrai qu'on a axé nos débats sur de très nombreux échanges et qu'il y avait un manque dans tout ce qu'on a fait au cours de cette année écoulée. C'était justement d'adresser la question du dialogue social dans les TPE-PME. Donc, je suis très content qu'on ait pu. Alors, c'est vrai qu'il y a la proximité des élections qui fait que le sujet est peut-être un petit peu plus d'actualité qu'il ne l'est habituellement. En tout cas, ça montre que il peut pas y avoir on parle souvent des déserts de la République, mais je crois qu'en matière de dialogue social, il y a aussi des déserts. Et si on peut contribuer à faire que quelques fleurs fleurissent dans le désert du dialogue social des TPE, PME, eh bien, on en sera évidemment tous très, très, très favorablement. En tout cas, on sera tous contents de pouvoir aboutir à des solutions très concrètes. Up, évidemment, vous connaissez notre groupe. On est toujours à la disposition des acteurs du dialogue social dans les entreprises, que ce soit les DRH ou les salariés. Notre objectif n'est rien de plus, rien de moins que de favoriser l'accroissement des bénéfices pour les salariés. Donc, merci à tous de votre attention. Je vais laisser le vrai mot de la fin à Rodolphe. Et en tout cas, donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et on ne manquera pas de vous tenir au courant. Et avec Rodolphe, on fera bien évidemment un compte-rendu qui sera adressé à tout le monde, au-delà du replay. C'est ça qui est bien avec Rodolphe, c'est qu'il nous fait aussi des contenus éditoriaux qui sont diffusables et diffusés à tous nos partenaires. Merci à tous. À très bientôt. Merci Arnaud, tu as tout dit. Et puis oui, je fais surtout merci à Hub d'avoir porté le sujet aujourd'hui, qui le reportera vendredi avec l'approche branche. C'est vraiment intéressant. C'est un débat en soi, le côté branche, interpro. Enfin bon, c'est des articulations complexes et à identifier, mais que vous allez identifier. Et voilà. Donc compte rendu à suivre. Et merci à tout le monde. Merci à la salle d'avoir participé. Et à vendredi prochain, n'hésitez surtout pas à faire circuler l'invitation pour qu'on soit nombreux vendredi prochain. Et très bonne journée et bon week-end confiné pour ceux qui sont dans certaines régions. Voilà. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci.